Je suis trop contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui parce que ça fait presque 3 mois que je n'ai pas filmé. Je vous ai laissé dans ma dernière vidéo avec un petit update lecture. Je vous avais proposé une FAQ pour la prochaine vidéo, mais depuis, alors j'ai pas énormément lu, mais j'ai assez lu de livres pour vous proposer un nouvel update lecture et je voulais surtout le filmer avant d'oublier tout ce que j'ai lu, puisque j'ai une mémoire légendaire bien sûr. Donc aujourd'hui on va faire ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc c'est-à-dire on va discuter ensemble de mes dernières lectures, vraiment dans la chillance la plus totale. Pas de script, je ne vais pas faire beaucoup de montage non plus parce qu'en ce moment ma vie ne me le permet pas du tout. D'ailleurs, petit update par rapport à la précédente vidéo que je vous avais tournée mi-mars. Quand j'ai filmé cette vidéo, je vous expliquais que j'étais aux Philippines, que j'étais plus dans mon décor habituel. Il me semble que j'ai pas du tout été claire sur le fait que mon décor d'avant il est terminé à jamais puisque je n'ai plus cet appartement, je l'ai rendu. Et là ça fait donc un petit moment maintenant que je ne suis même plus en France. Et donc à la mi-mars dernier, je vous avais filmé cette fameuse dernière vidéo aux Philippines. Le truc qui est drôle, c'est que je suis encore là aux Philippines, au même endroit, à 1 kilomètre près, sauf que entre temps, je suis allée à plein d'endroits différents. En fait, quand j'ai filmé ma dernière vidéo, je m'apprêtais à quitter les Philippines et chose que j'ai faite, et aujourd'hui je suis revenue. C'était pas vraiment prévu, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et entre temps j'ai été par Mons et par Vaux. J'ai très rarement été posée, j'ai très rarement été seule, et je suis allée en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et même en Corée du Sud. Vraiment dire ça à voix haute, c'est complètement fou pour moi. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas mal baroudé et que c'est pour ça qu'il était complètement impossible pour moi de filmer des vidéos. Même de lire, enfin j'ai dû lire 6 livres en presque 3 mois, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, je savais que cette année allait ressembler à ça, c'est mon choix, j'en suis très heureuse. C'est pas toujours facile, mais c'est trop bien. Je suis désolée d'ailleurs pour ma voix parce que je suis allée donc en Corée il y a pas très longtemps. C'était la première fois, je pense, en 2 mois et demi, 3 mois, que je me retrouvais dans un endroit où il faisait moins de 40 degrés. Et je suis forcément tombée malade. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai des micros, enfin j'ai un micro qui n'est pas celui que j'utilise d'habitude. Je suis un peu dans la nature, il y a des petites bébêtes. Bref, intro interminable. Ça fait combien de temps que je tourne? Mais voilà où j'en suis. Je voulais vous faire un petit update pour que vous compreniez un petit peu la situation et le pourquoi du comment. C'était censé être l'anniversaire de la chaîne en avril et je voulais poster la FAQ à ce moment-là. Mais c'est pas grave, ça arrivera un petit peu plus tard. Et du coup, si vous voulez continuer à me poser des questions sous cette vidéo, n'hésitez pas. Vous m'en avez déjà posé pas mal et j'y répondrai avec plaisir. J'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo. Il y a la terre entière qui tourne des FAQ en ce moment et moi j'adore. Je me suis prêtée à l'exercice qu'une fois parce que en vrai ça me met un petit peu mal à l'aise de parler de moi, mais en vrai c'est pas parce que tu fais une FAQ que tu parles de ta personne. Donc ça va sortir quand même. J'aimerais trop avoir le temps de vous filmer un vlog ici parce que là en tout et pour tout je vais rester dans cet endroit environ 10 jours. 10 jours posée au même endroit, autant vous dire que pour moi c'est une stabilité incroyable. Ça ne m'est pas arrivé depuis des mois et j'en avais vraiment besoin, déjà de 1 pour me reposer et de 2 pour avancer un petit peu sur mes projets et les choses que j'ai à faire. Bref, je vais éviter de parler pour rien parce que ma voix est en PLS et je vous parle tout de suite de tous ces livres que j'ai lus depuis mon dernier update lecture. Et le premier livre dont je vous parle, c'est L'Aube de Octavia Butler, The Queen. Le premier volume de sa trilogie, il me semble, Xénogenesis, qui est publié chez nous, chez Le Diable Vauvert. Il me semble que les 3 tomes sont maintenant sortis. Il me semble que c'était la lecture pour le book club de Cornelius de je ne sais plus quel mois, et j'étais très contente
de lire ce livre parce que ça faisait très longtemps qu'il me faisait envie et j'en avais de très grandes espérances. Dans L'Aube, Octavia Butler a imaginé l'histoire d'une jeune humaine qui se réveille sur un vaisseau dans l'espace et qui a été capturée par une espèce extraterrestre. Au début, le mystère est très grand, on ne sait pas qui sont ces gens, c'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais vous avez compris ce que je veux dire. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle est constamment sortie de stase puis remise en stase et en fait à chaque fois elle a énormément de mal à s'adapter jusqu'à ce que petit à petit on en apprenne plus sur sa condition à elle, sur la condition de l'humanité tout entière et sur les raisons qui ont motivé ces êtres à faire ce qu'ils font. Pour moi, L'Aube, c'est vraiment une énorme allégorie du colonialisme et du white saviorisme. J'ai pas envie de trop en dire sur le déroulé de l'histoire, mais en même temps, il y a des thèmes qui se dégagent, qui sont tellement forts et qui méritent qu'on en discute. Mais en gros, cette espèce extraterrestre part du principe que eux, ils ont sauvé l'humanité. Contre son gré, certes, mais ils ont sauvé l'humanité et maintenant, ce sont eux qui sont responsables du destin des humains, du destin de la planète Terre et regardez ce qu'ils vont en faire, ça va être tellement mieux qu'avant. Bon, vous avez compris pourquoi c'est une allégorie du coup du colonialisme et du white saviorisme, sachant que les humains n'ont absolument rien demandé. Et en ce sens-là, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant. Il y a aussi un gros thème qui se dégage, qui est celui du libre arbitre, et que moi j'ai trouvé hyper intéressant, parce que évidemment, comme dans toute volonté de colonisation, les peuples autochtones concernés par l'invasion n'ont absolument pas leur mot à dire. Et malgré les bonnes intentions, avec d'énormes guillemets, de ces créatures, la plupart des humains n'ont pas envie d'être sauvés par eux et la plupart finalement auraient préféré crever en paix. Et du coup je trouve que c'est hyper intéressant toute cette question de ok, il y a un peuple à l'agonie, est-ce que nous, on a le droit finalement de les sauver sans leur consentement, sans leur accord, à l'insu de leur plein gré? Et qu'est-ce que ça signifie pour les humains qui sont finalement captifs? Ça pose des questions que j'ai trouvées très intéressantes et je vais pas trop en dire, je vais pas en dire beaucoup plus pour ne pas non plus vous spoiler, mais moi c'est ce que j'ai préféré dans ce livre. Tout ce parallèle avec des thèmes qui sont ancrés dans notre histoire et qui sont encore très actuels, le tout détourné en science-fiction. Malheureusement, j'ai trouvé que d'un pur point de vue littéraire, c'était pas spécialement réussi. J'ai trouvé qu'en beaucoup d'occurrences, finalement, on se fait un petit peu chier dans L'Aube. Je trouve que le début est très intéressant avec tous ces thèmes dont je viens de vous parler. Je me souviens plus exactement à quel moment du roman ça commence, mais les choses évoluent et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que c'était vachement moins intéressant. Et honnêtement, j'avais un peu envie de passer les pages. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Je suis assez curieuse de lire la suite parce que je pense que ça peut être très intéressant et puis c'est intelligent, mais c'est vrai que d'un point de vue est-ce que ce livre est engageant, j'ai trouvé que pas tant que ça finalement. Donc un peu mitigé, mi-figue, mi-raisin pour L'Aube, qui d'un côté est ultra intriguant, déjà par le mystère qu'il y a et puis pour tous ces thèmes, et d'un autre côté, ça aurait pu être tellement mieux, enfin je ne sais pas sur quel pied danser. Ensuite, toujours en science-fiction, j'ai lu une petite novella qui s'appelle Rose House de Arkady Martin. C'est publié chez J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire et c'était assez court. Je me souviens pas combien de pages fait le livre parce que je l'ai lu en numérique forcément, mais ça se lit très rapidement
Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, surtout de par son ambiance. Moi je suis vraiment une lectrice à ambiance et je suis même pas sûre d'avoir tout compris à l'histoire, à l'intrigue, au déroulé et à la résolution. Mais je me suis laissée embarquer du début à la fin. J'ai trouvé ça très intéressant, original, mystérieux, très intriguant. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment de lecture. Dans Rose House, on va suivre deux personnages. Il y a une enquêtrice de police et une jeune femme qui est architecte, qui vont, par la force des choses, devoir collaborer ensemble, puisque l'enquêtrice de police enquête du coup sur un meurtre qui a eu lieu dans une maison qui s'appelle Rose House. Rose House, c'est une maison qui se trouve dans le désert et c'est une maison surtout qui a été conçue par un très célèbre architecte qui est décédé depuis plusieurs années et qui a la particularité d'avoir une intelligence artificielle intégrée. La maison en fait en elle-même est une intelligence artificielle. Théoriquement, Rose House est vide depuis la mort du fameux architecte qui l'a conçu et qui vivait à l'intérieur, je ne l'ai pas précisé, sauf que l'intelligence artificielle émet une alerte un beau jour en déclarant qu'il y a un cadavre dans la maison. Qui sait pourquoi et comment cette personne est entrée, pourquoi et comment cette personne a-t-elle été peut-être assassinée, en tout cas comment elle est décédée, que s'est-il passé alors que la maison est censée être verrouillée et que son accès n'est réservé qu'à cette jeune architecte qui était partenaire de l'architecte qui a conçu la maison. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Bref, normalement il n'y a que cette jeune femme qui peut entrer dans la maison et ce, une fois par an, pour faire quelque chose en rapport avec les archives, je ne sais plus quoi exactement. Et du coup voilà, la police l'appelle en mode bonjour, il faut venir parce que là on doit rentrer dans la maison puisque quelqu'un est décédé à l'intérieur et on ne sait rien d'autre. Évidemment c'est une novella qui parle d'intelligence artificielle et donc de nouvelles technologies. C'était surtout globalement divertissant je trouve, ça ne m'a pas énormément marqué. Au point qu'aujourd'hui, 2 mois après, je me souvienne des moindres détails. Mais ce qui me reste, c'est vraiment cette atmosphère un peu pesante, lourde, très mystérieuse et emplie de vide un peu. On est dans le désert, on est dans une maison qui est censée être vide et en même temps qui est lourde de secrets avec cette intelligence artificielle qui est tellement intelligente que finalement elle n'en fait un peu qu'à sa tête. De toute façon, moi, toutes les intrigues qui se déroulent dans des maisons qui ont une particularité quelconque, vraiment ça peut être n'importe quoi, juste que la maison est immense, que la maison renferme un fantôme, des secrets, peu importe. J'adore. Si vous avez envie de lire quelque chose de court, quelque chose qui tient en haleine, quelque chose qui a une atmosphère très sympa, et voilà, avec un petit peu de mystère, une enquête à résoudre, je vous le recommande vivement. Ensuite, encore un court roman, mais cette fois-ci de littérature contemporaine. J'ai lu Une chance minuscule de Claudia Pinheiro. C'est publié chez Actes Sud, il me semble, et c'est une autrice argentine. J'avais vu passer ce livre, comme d'habitude, sur la chaîne de Books and Bao. Je crois que le livre s'était retrouvé dans une vidéo style meilleure lecture de l'année. Une chance minuscule, c'est un livre qui porte vraiment très bien son nom, puisque c'est une histoire qui explore ces minuscules chances dont la vie nous fait grâce tout le temps en fait, à des moments où on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est toutes ces minuscules chances qui ont fait qu'on n'est pas allé à cet endroit-là, on ne s'est pas retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, on n'a pas été renversé par ce bus, alors que, je sais pas, peut-être dans une réalité alternative, on aurait pu. Tout ce qui fait finalement, tout ce qui relève de toutes ces petites actions qui n'en sont pas forcément
de tous ces petits trucs inconscients qui font que aujourd'hui on est là où on est et qu'on va bien, qu'on se porte bien, qu'on est en vie et en bonne santé et en fait on oublie que peut-être à ça près notre vie aurait pu basculer. Et dans Une chance minuscule, on va suivre une femme argentine qui habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans, qui travaille pour une école privée. On comprend très vite qu'elle n'a plus remis les pieds en Argentine. Ma voix aime pas dire les i. Elle n'a plus remis les pieds en Argentine depuis tout ce temps parce qu'il s'est passé un drame dans sa vie. On ne sait pas quoi, mais elle a fui, elle ne s'est jamais retournée et elle n'est jamais elle-même retournée sur les lieux du drame. C'était sans compter sur la vie et le travail qui la ramène dans sa ville natale, dans la ville où elle a vécu en fait avant de s'enfuir, puisqu'elle a une mission à accomplir et elle ne peut pas s'y dérober. Et donc la voilà de retour dans ce pays où visiblement elle a beaucoup de traumatismes et où elle a laissé des choses qu'elle aurait préféré enfouir à tout jamais. Et surtout, dès le début du livre, on comprend qu'il y a une personne en particulier qu'elle a très peur de revoir. On ne sait pas qui. Alors moi, j'avoue, j'avais deviné très rapidement qui était cette personne par rapport à elle. Par contre, j'avais pas du tout vu venir toute l'histoire du drame qui s'est déroulé et qui a fait qu'elle s'est enfuie, parce que justement c'est quelque chose de plus ou moins banal. Bon, ça n'a rien de banal, mais c'est vrai que quand on lit des livres et qu'on a l'habitude de lire des choses complètement extravagantes avec des drames vraiment tirés d'un chapeau, enfin tirés par les cheveux, en tout cas tellement affreux qu'on n'y croirait pas, finalement quand on a quelque chose d'un petit peu plus terre à terre, d'un petit peu plus réaliste, qui pourrait arriver à n'importe qui, c'est un petit peu moins surprenant, mais finalement ça rend cette histoire d'autant plus réaliste. On n'a que plus de compassion pour cette femme qui n'a pas eu de chance en fait, qui n'a pas eu de chance pendant un instant de sa vie, et qui ensuite a vu sa vie complètement bousculée, chamboulée et complètement changée après ce drame. C'est un roman qui est honnêtement bouleversant, qui est très très bien écrit et qui est tellement touchant, tellement émouvant. Ce personnage, il m'a beaucoup touchée parce qu'au début on sent à quel point elle est fermée. Elle s'est mis une carapace, elle a une barricade vraiment. Elle a tellement souffert qu'elle est devenue dure et on a du mal un peu à atteindre ce personnage. Et très vite, les couches un peu de sa carapace s'effeuillent et on arrive au noyau de l'émotion, même si c'est toujours écrit dans la pudeur. Ça va jamais être des grands élans de drame, mais même dans la pudeur, l'autrice Claudia Pinheiro, elle arrive à nous dépeindre le malheur le plus profond et le désarroi et vraiment le désespoir et le chagrin immense de cette femme. Et elle arrive très bien à décrire justement l'abandon comme seule solution pour survivre, pour protéger aussi les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment poignant. Voilà, je peux pas vraiment en dire beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler. C'est un livre qui est assez court et la révélation, elle arrive vraiment... elle prend son temps, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très triste. Ouais, je sais pas, c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé. Après ça, j'ai terminé la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch. C'est publié chez Gallmeister. Je vous avais parlé du premier tome dans la vidéo précédente puisque la maison d'édition me l'avait fait parvenir en numérique. Je vous en avais pas trop dit au niveau du résumé, encore une fois, pour ne pas vous spoiler, parce que pareil, c'est des livres qui sont pas très gros, et en plus c'est des page-turners qui se lisent à une vitesse
incommensurable. Donc j'étais restée un petit peu dans le flou, mais pour vous faire un petit rappel, dans Wayward Pines, on va suivre un homme qui est inspecteur au FBI ou un truc comme ça, un truc de service secret, je me souviens plus exactement. Il est amené par une mission dans la toute petite bourgade de Wayward Pines qui s'apparente un petit peu à Twin Peaks, pour celles et ceux d'entre vous qui auraient la ref. Et lui, il est à la recherche de deux de ses coéquipiers qui ont mystérieusement disparu. Et donc, il est censé retrouver leurs traces. Et apparemment, la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de ces deux personnes, elles se trouvaient à Wayward Pines. Notre personnage va subir énormément de péripéties puisque il est victime d'un accident de voiture sur place. Et quand il se réveille, il est au bord de la rivière. Il va lui-même à l'hôpital jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était une très mauvaise idée. Impossible de passer le moindre coup de fil alors qu'il a une femme et un enfant qui l'attendent à Seattle. Impossible de quitter la ville, il n'y arrive tout simplement pas. Les gens autour de lui font des mystères quant à ce qui lui est réellement arrivé, pourquoi il n'arrive pas à entrer en contact avec le monde extérieur, pourquoi il n'arrive pas à partir. Bref, le mec est dans un merdier pas possible, il veut partir en fait parce qu'il sent qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond, mais ce n'est pas possible. Et à partir de là, il va essayer de déterrer un petit peu les secrets de Wayward Pines. J'avais bien aimé le premier tome qui est, comme je vous le disais, un page-turner, c'est assez haletant. Blake Crouch, j'avais déjà lu Dark Matter de lui, d'ailleurs qui a été adapté en série. Wayward Pines a aussi été adapté en série, donc ça en dit long sur la façon dont ces œuvres sont écrites parce que en effet c'est tellement rapide et c'est écrit tellement simplement qu'on a l'impression de lire un scénario. N'allez pas chercher une narration je sais pas fleurie ou un style particulier parce qu'il n'y en a pas. C'est to the point. On ne s'embarrasse pas de détails et ça va à une vitesse hallucinante. Donc typiquement, le genre de livre à lire si vous êtes en panne de lecture, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous n'avez aucune énergie mentale, si vous avez envie de poser votre cerveau, parce qu'il y a des petits trucs aussi, moi soit qui m'agacent, soit qui me font exploser de rire tellement chaud que des fois c'est un petit peu ridicule. Mais voilà, pour une lecture un peu passive, je trouve que c'est assez agréable à lire. Et puis surtout, on a souvent des histoires un peu cinématographiques, quoi, à la film d'action américain. Le premier tome de Wayward Pines, je dirais que c'est vraiment la découverte un peu du cadre, des personnages, de leur motivation. Le deuxième tome, je pense que ça a été mon préféré puisque on a un cliffhanger à la fin du premier tome qui laisse entrevoir un peu de développement sur le pourquoi du comment dans le deuxième tome. Et donc le deuxième tome, il y a vraiment quand même un avant-après premier tome. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont les choses se déroulaient. Et le troisième tome, et finalement c'est celui que j'ai le moins aimé parce que j'ai trouvé que la résolution n'en était pas vraiment une. Après, pour la défense de l'auteur, entre guillemets, vraiment c'est le genre d'histoire où je me disais mais comment ça peut finir ? Je ne vois pas comment ça peut finir. Bon, après, je sais pas, chacun sa merde, genre t'inventes une histoire, tu inventes aussi la résolution. Personnellement, la résolution m'a pas beaucoup plu, ni convaincue. Et puis surtout, j'ai trouvé que le troisième tome, vraiment le rythme, c'est une scène d'action qui n'en finit pas. Là où le premier tome avait sa résolution et ouvrait des perspectives pour le second tome s'arrête en pleine action et le troisième reprend exactement là où on s'est arrêté, comme si tu regardes une série, il y a eu la pub et tu reviens. Et il n'y a aucun temps mort, quoi. On ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et c'était pas le meilleur, je trouve. Dans l'ensemble, c'est quand même une saga qui est cool à lire. Je pense qu'il faut vraiment la binger. Ça sert à rien d'attendre trop longtemps entre les tomes. C'est pas une saga qui va me marquer. Par contre, j'aimerais vraiment beaucoup voir la série parce qu'apparemment, elle a été très bien faite. Je trouve que l'ambiance était cool. Les personnages sont complètement stéréotypés et un petit peu agaçants.
La narration, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais vraiment en le prenant pour ce que c'est Wayward Pines, c'est-à-dire un page-turner qui se prend pas la tête et qui divertit, et ben ça fait le taf. Et enfin, pour terminer, le dernier livre dont je vous parle, il m'a été recommandé par mon très cher ami Cornelius, et c'est Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kehlmann. C'est publié aussi chez Actes Sud, je crois, et il me semble que l'auteur doit être allemand. En tout cas, il est germanophone puisque le livre a été traduit de l'allemand. Je crois que lui-même n'a pas encore eu le temps d'en parler sur sa chaîne, mais j'ai vu qu'il a fait une story il y a quelques jours en disant « On m'a recommandé ce livre, je l'ai lu, j'ai adoré ». Et ensuite, il est venu me dire vraiment personnellement, genre « Meuf, lis ce livre ». C'est La Maison des Feuilles, mais en beaucoup plus court. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier update lecture, je disais que je n'avais pas eu de coup de cœur depuis le début de l'année. On est en juin. Et donc je me suis dit, bon, Cornelius me recommande un livre qu'il a adoré. On a des goûts très similaires. Et en plus, il me dit que ça ressemble à La Maison des Feuilles, qui est un de mes livres préférés, auquel j'ai donné 5 étoiles il y a 2 ans. Donc forcément, je vais le lire dans l'espoir de trouver enfin mon premier coup de cœur de 2024. Ce n'est pas passé loin, mais ce ne sera pas un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi exactement, peut-être parce que c'était un petit peu court. Encore une fois, c'est un roman très très court. Je crois qu'il fait même pas 100 pages. Je l'ai lu d'une traite. Est-ce que j'étais pas dans la meilleure ambiance pour le lire? Ça a peut-être joué. Si vous voulez lire ce livre, je vous conseille vraiment de le lire de nuit. De nuit, voilà, c'est vraiment le plus gros critère. Parce que de nombreuses scènes du livre se passent de nuit. Il y a un fort accent qui est mis sur le reflet qu'il y a dans les fenêtres quand on allume la lumière de nuit. Et ce côté angoissant qui fait que on ne voit que ce qu'il y a à l'intérieur de notre maison et pas ce qui guette potentiellement à l'extérieur. Donc déjà ça, premier critère. Après, s'il peut faire un peu froid, si vous êtes dans une maison moderne avec de grandes baies vitrées et au sommet d'une montagne, parfait. Bon, moi je l'ai lu, il faisait 38 degrés en plein jour sur la terrasse avec le bruit des espèces de grillons ou je sais pas quoi. C'était pas la vibe, mais c'est tellement immersif que je m'y suis quand même cru. Dans Tu aurais dû t'en aller, on suit un couple un petit peu style La Maison des Feuilles. On a un... Qu'est-ce qu'il fait le mec dans la vie? Il écrit un scénario pour un film. Sa femme est actrice et ils ont avec eux leur petite fille qui a 4 ou 5 ans je crois. Ils sont en vacances dans la montagne, au sommet d'une espèce de colline où il n'y a personne d'autre. Pour atteindre cette maison, il faut vraiment rouler sur une route qui est très escarpée et il n'y a personne d'autre au sommet de la montagne. Il faut aller dans la vallée par exemple pour faire des courses. Ils sont vraiment quand même isolés du reste de la civilisation. Et on sent que les choses sont un petit peu tendues entre cette femme et son mari. Et lui, il est très absorbé dans l'écriture de son nouveau scénario. Et il écrit aussi un journal intime. On est au début du mois de décembre. Et en fait, on va suivre ce journal intime avec le ressenti qu'il va nous décrire et qu'il a à propos de cette maison dans laquelle il se sent pas très bien. Il y a une ambiance un petit peu pesante qui règne. Il fait des rêves très 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 étranges. Puis il va se rendre compte aussi que la maison, elle change dans la topographie des lieux qui varient, qui ne sont pas les mêmes. Normalement, il n'y a que 2 chambres et puis là, il y a 3 chambres qui sont inoccupées. Puis le couloir, il va être interminable. Vraiment, on a ce côté La Maison des Feuilles où l'espace n'a plus de sens, l'espace n'est plus rationnel et l'espace devient distordu et emprisonne peu à peu nos personnages qui commencent à se demander si ils sont dans un endroit maudit ou s'ils sont juste en train de perdre la tête. Je ne vais pas vous en dire plus, mais comme vous pouvez vous en douter, j'ai beaucoup apprécié
cette histoire. Je pense que j'aurais aimé en avoir encore plus, mais honnêtement, si vous n'avez pas aimé La Maison des Feuilles, ou si en tout cas l'histoire vous intéressait, mais que vous avez été complètement largué par le côté très conceptuel du livre, la façon dont il a été rédigé, et par sa longueur, et si ça vous a gavé d'avoir des histoires dans des histoires dans des histoires, et que en fait ce qui vous intéressait, vraiment le noyau du truc, c'était juste l'histoire de cette maison étrange, je vous recommande 1000 fois de lire Tu aurais dû t'en aller, parce que la forme est très simple. Il y a un tout petit peu ce côté histoire à tiroir, parce que on suit un petit peu l'histoire du scénario qu'il est en train d'écrire, même si c'est assez secondaire. Mais sinon, on est juste à fond dans cette ambiance glauque et pesante, et dans cette maison qui n'en finit plus de changer et de rendre fou finalement. Et moi j'adore. Je lisais ce livre et je me disais, ouais, c'est clairement le genre de truc barré que j'aurais pu imaginer dans ma tête. Je l'aurais certainement pas si bien écrit, mais c'est vraiment le genre d'histoire un peu qui n'a pas de sens, mais genre mindfuck que j'adore. Et ouais, très bonne recommandation, très bonne découverte. Et de toute façon, comme je le disais tout à l'heure avec Rose House, dès qu'il est question de maison bizarre, moi j'adore. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Du coup, toujours à la recherche de mon premier coup de cœur de l'année. Franchement, c'est chaud. Après, statistiquement, c'est sûr que j'allais avoir moins de chances de trouver un coup de cœur, vu que je lis, je pense, 2 fois moins que les années précédentes. Mais le temps est long, mes amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que j'aille reposer ma voix. Je n'arrête pas de tousser entre 2 prises. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable de m'écouter. En tout cas, vu que Your Girl est toujours désespérée, n'hésitez pas à me recommander vos coups de cœur de l'année dans les commentaires. J'irai me pencher sur la question. En tout cas, je vous souhaite de faire de très belles lectures et moi je vous retrouve très bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. À bientôt!